Alors, dans le bilan 2020, il y a quand même quelques mots-clés qui sont certainement en mémoire depuis le début du printemps, et ce sont les problèmes de levée et de désherbage que nous avons connus dans la culture betteravière, mais également dans la culture de chicorée. Pour ces deux cultures, le printemps a été relativement difficile sur ces deux points de vue. Alors, pour la betterave, en tout cas, 2020 sera caractérisé par l'importance des pucerons, l'importance des vols de pucerons précoces et intenses. L'année 2020 sera aussi caractérisée par une jaunisse aussi précoce et plus importante qu'en 2019. Parmi les maladies foliaires, nous allons rappeler que c'est la rouille qui devient une maladie dominante depuis quelques années, mais certainement cette année aussi. Et nous terminerons par les conditions d'arrachage, très très bonnes au début, mais rapidement, dès le mois d'octobre, très difficiles dans certaines régions, avec des conséquences sur les livraisons, sur la richesse, sur la terre, etc. Donc, nous commençons par le premier point qui est la levée et le désherbage des betteraves. Bon, nous avons connu le printemps, un des printemps les plus secs jamais enregistrés, et certainement le mois de mai le plus sec jamais enregistré par l'IRM. Ce printemps fort sec a en plus été accompagné de vents fort chauds au mois d'avril, des températures nettement plus élevées qu'à la normale, et l'absence de pluie et des vents chauds, évidemment, ont des conséquences assez directes sur l'humidité dans le lit de germination. Ce temps sec a eu deux conséquences, des problèmes de levée au champ et des problèmes pour avoir un désherbage efficace avec les produits chimiques. Désherbage difficile à réaliser parce que, d'une part, un manque d'eau dans le sol, donc les produits racinaires avaient une action trop faible. Et deuxième aspect, c'est que l'humidité relative pendant le mois d'avril et mai était tellement bas que également les produits de contact avaient une action inférieure à la normale. Alors la levée au champ a été difficile dans certaines parcelles, surtout, je dirais, en SBB, nettement plus en SB que dans le reste du pays, parce que, évidemment, nous recommandons de semer les graines traitées avec du force à 2,5 cm de profondeur. Pourquoi est-ce que nous recommandons la profondeur de 2,5 cm? Parce que c'est la profondeur idéale pour que le force dont l'action se fait par retention de vapeur autour de la jeune plantule puisse avoir une efficacité maximale. Si on sème plus profondément, eh bien, une partie de l'hypocotyle, donc la tigelle, ne serait plus protégée. Alors 2,5 cm dans des terres parfois un peu lourdes, avec une préparation pas suffisamment fine, n'a pas été facile, et nous avons dû attendre des pluies supplémentaires pour avoir ces levées. Alors si nous regardons les deux cartes que je vous ai mis sur les deux graphiques que je vous ai mis sur ce dia, avec à gauche les précipitations et à droite les températures. Commençons par les précipitations. Vous voyez que c'est un graphique qui reprend la précipitation de début mars jusqu'à fin mai. On voit les 10 premiers jours de mars qui sont très pluvieux, environ une centaine de millimètres d'eau par hectare. Et cette période de 10 jours succède encore à une pluviométrie très importante au cours du mois de février. Le cumul de la pluviométrie avoisine les 200 mm donc en un mois de temps, et qui après sont suivis, comme vous le voyez, par une absence de précipitation jusque fin du mois de mai. Il faut attendre les premiers jours du mois de juin pour avoir à nouveau quelques précipitations. Donc des sols qui étaient fort compactés, en plus il avait peu gelé, très très peu, le nombre de jours de gel est extrêmement bas pendant l'hiver 2019-2020, et ça ne facilite évidemment pas la reprise des labours ou des terres qui sont encore avec des engrais verts fort développés. À droite, vous avez le graphique avec les températures et l'amplitude des températures au cours du printemps, donc de début mars jusqu'à fin mai. Et vous voyez au milieu du graphique que juste après les semis, c'est-à-dire entre le 3 et le 15 avril,
eh bien, nous avons des températures estivales avec des températures qui avoisinent les 25 degrés température diurne, qui, accompagnées d'une absence de pluviométrie pendant toute cette période-là, et des vents desséchants, eh bien, vont avoir des conséquences sur l'humidité dans le lit de germination. Alors, c'est un problème en betterave, c'est encore plus marqué pour les chicorées. Par la suite, la température redevient plus normale, même au mois de mai, je dirais un peu plus fraîche que l'habitude, mais le temps étant tellement sec, les herbicides ne vont pas plus ou mieux travailler pendant cette période-là. Alors, la répartition de la pluviométrie pendant le mois d'avril et le mois de mai, vous avez deux cartes. À gauche, le mois d'avril, vous voyez que c'est quand même principalement en SB et en SB sèche qu'il y a un manque de pluviométrie très très marqué au mois d'avril. Il y a un petit peu plus de pluviométrie dans le Hainaut et dans les Flandres, mais dans des sols très lourds, même avec une dizaine de millimètres répartis sur quelques jours, ça ne suffit pas toujours pour avoir une amélioration de la levée ni des herbicides. Au mois de mai, à droite, vous voyez qu'il y a un manque de pluviométrie sur tout le pays, en tout cas sur toute la zone betteravière, où que l'on soit, et que nous avons maximum 5 à 10 litres de pluviométrie sur tout le mois de mai. Donc tout le monde est à la même enseigne pour ce mois-là. Alors, qu'est-ce que nous avons pu observer au printemps? Donc, comme je l'ai dit, nous avons eu une absence de jours de gel. Nous avons une pluviométrie au mois de février-mars qui avoisine les 200 mm tombés en peu de temps. Donc, des sols difficilement accessibles pour détruire les engrais verts, par exemple, chimiquement ou mécaniquement, dans certaines parcelles, avec des sols qui sont fort compactés, que ce soit dans des labours d'hiver ou que ce soit dans des terres que l'on va préparer au printemps, donc avec les engrais verts toujours en place. Dans les deux cas, il a été difficile de choisir pour le bon outil, de travailler, de savoir à quelle profondeur il fallait travailler idéalement pour ne pas détruire la structure en dessous, mélanger quand même suffisamment de terre, mais sans que le lit de germination ne s'assèche trop rapidement début avril, fin mars, début avril. Vous avez ici une photo prise dans un champ près de Warem avec une terre qui est presque coupée en deux. À gauche, vous avez l'agriculteur qui a choisi un certain outil, qui a commencé à ouvrir sa terre. N'étant pas spécialement content du travail, il a changé d'outil et vous voyez à droite le résultat. Donc, le choix de l'outil, la profondeur, le réglage, etc., ont eu des conséquences sur tout ce qui va suivre, sur l'humidité, le maintien de l'humidité dans le sol, mais l'établissement et la germination des graines. Alors, quel était le bon outil? Ce n'est qu'après coup qu'on sait dire ce qui était bon ou ce qui ne l'était pas. Ce n'est pas toujours au moment même qu'on a pu s'en rendre compte. Ici, il s'agit d'une parcelle relativement homogène, comme vous le voyez, avec quand même avec deux choix d'outils différents, des différences assez nettes sur la germination et sur la levée des betteraves. Alors, dans d'autres terres, eh bien, on a parfois travaillé d'une certaine façon, on a parfois laissé un petit peu de temps ou un peu trop de temps entre les passages lors de la préparation du sol. De nouveau, dans des parcelles qui sont parfois un petit peu hétérogènes en texture, donc avec des bosses plus argileuses et des fonds un petit peu plus fins, eh bien, tout ce qui se passe au printemps et qui n'est pas suivi, je dirais, heure par heure dans les travaux du sol peut se retrouver et avoir des conséquences négatives sur les levées. Ce que nous avons également observé, c'est que avec un sol qui était fort compacté en dessous, une préparation de sol parfois qui a été réalisée hyper superficiellement, donc vraiment en ne préparant que 2-3 cm au-dessus, eh bien le soc du semoir glisse sur ce sol qui est fort compact en dessous. Il forme un petit sillon qui est lissé, la graine est déposée dedans, il y a de l'humidité, la graine germe, mais ne parvient pas à pénétrer dans le sol et à avoir un pivot bien vertical vers le fond. Le pivot alors va suivre le rang l'arrêt de semis et va se développer horizontalement
et ce n'est qu'à un certain moment où elle trouve un passage que la racine va commencer à pivoter vers le bas. Évidemment, ceci a tout de suite des conséquences sur la taille des betteraves à la récolte. Les plus gros problèmes ont été observés en SB dans des terres plus hétérogènes, c'est-à-dire avec des bosses plus argileuses, limoneuses, lourdes au milieu des parcelles, donc avec quelques pentes, des bosses, etc. Vous voyez typiquement ce qu'il s'est passé cette année-ci. À l'avant, une terre nettement plus meuble où il y a une bonne humidité, la profondeur de semis est bien respectée, la préparation de sol est aussi très fine et donc il y a un très bon contact entre la graine et le sol, un bon recouvrement des graines, mais dès qu'on arrive dans les pentes et dans les bosses, il n'y a rien à faire, les outils travaillent différemment, la texture y est différente et donc on ne parvient pas à affiner suffisamment la terre avec les mêmes outils. Si on dit une texture un peu moins fine, donc un peu plus grumeleuse, ça indique directement que en cas de sécheresse, la sécheresse va rentrer beaucoup plus vite dans le sol. La profondeur de semis est généralement aussi un tout petit peu inférieure dans ces bosses. Et tout cela ensemble fait que s'il n'y a pas une germination très rapide, eh bien, les graines se trouvent directement dans un environnement qui est sec et donc avec des graines qui ne vont pas germer, qui vont devoir attendre les pluies de fin avril, tout début mai, pour se mettre en route et pour former donc une deuxième levée dans ces champs-là. C'est en betterave ici, en chicorée, le phénomène est encore plus marqué qu'en betterave. Alors les doubles levées, ça pose toujours des problèmes à tout niveau, au niveau du désherbage, au niveau du choix des produits, au niveau des traitements insecticides cette année-ci également, avec les vols de pucerons qui étaient fort intenses. Alors certains agriculteurs ont réagi à un certain moment, se sont dit qu'on ne pouvait pas laisser la nature faire gâcher la culture et donc ont équipé leur pulvérisateur d'une rampe d'arrosage à l'avant. Donc vous voyez ici une rampe qui a été montée avec au-dessus de chaque rang exactement donc un arrosage avec beaucoup d'eau. Ceci a été réalisé parfois, je dirais, un petit peu tardivement, au moment où le sol était déjà très sec, il y avait absence de pluie, il y avait encore toujours ces vents desséchants et les températures élevées. Et donc, cet apport d'eau peut être intéressant à un certain moment, mais ici, sur un sol déjà fort desséché, en plein soleil, en plein vent, eh bien, ces apports, parfois, forment un encroûtement au-dessus de la graine ou autour de la graine, et avec peu de résultats. Dans certains cas, ça a peut-être marché, mais pas dans tous les cas. Comme je l'ai dit, les levées en 2 temps sont toujours un problème à gérer dans plusieurs domaines. C'était le cas pour le désherbage du temps des néonicotinoïdes, mais ça rajoute maintenant aussi le problème de la lutte contre les insectes. Alors dans le problème du désherbage, évidemment, il y a le choix des produits qui ne peut pas être tout à fait réalisé de la même façon dans des betteraves au stade 10 feuilles que dans des betteraves au stade 2 feuilles. Certains produits ne sont pas adaptés à cela. Les doses également qui sont choisies ne sont pas les mêmes que ce soit des petites betteraves ou des grandes betteraves. Et malheureusement, dans les zones où nous avons les levées tardives, il y avait déjà certaines adventices qui avaient échappé au premier traitement généralisé et parfois des kénopodes qui se trouvaient déjà au stade 4, 2-4 feuilles, alors que les betteraves n'avaient qu'à peine 2 feuilles dans ces nouvelles levées. Donc, gros problème dans ces levées tardives. De l'autre côté, aussi un problème pour la lutte contre les pucerons. Dans les grandes betteraves, on avait déjà parfois réalisé 2, voire 3 traitements insecticides contre pucerons. Et sur ces petites betteraves-là, on devait continuer à réaliser des traitements pour les garder saines. Donc, tuer les pucerons parce que les vols continuaient à être observés au mois de juin. Et on se trouvait donc dans une position délicate pour continuer la protection globale jusque dans cette jeune betterave jusqu'à la fin du mois de juin.
Et donc les pucerons, je viens d'en parler, c'est un des mots-clés aussi pour 2020, avec des vols intenses et très précoces. Alors, sur base des observations qui sont réalisées par nos observateurs, et les observateurs, ce sont des agriculteurs, des services agronomiques, des sucreries et d'autres collaborateurs, eh bien, nous pouvons établir des cartes qui reprennent toutes ces données. Et vous avez ici une carte qui est établie au 28 avril, une carte qui reprend des différentes couleurs. Des champs qui sont en vert, ce sont des champs où il n'y a pas de pucerons observés pendant les jours qui précèdent, donc le 28 avril. Des champs en jaune qui sont des champs où les pucerons sont présents, mais aucun seuil de traitement n'est atteint. Et alors, des champs qui sont colorés en rouge avec un petit 1 qui indique que le premier seuil de traitement contre pucerons est atteint au 28 avril. Alors, cette carte est fort précoce par rapport aux autres années et vous voyez qu'au 28 avril, déjà toute une série de champs à travers tout le pays ont atteint un seuil de traitement de 2 pucerons verts par 10 plantes. Au 5 mai, on est à peine une semaine plus tard. Vous voyez qu'une deuxième couleur se rajoute avec du violet et un petit chiffre 2 qui montre que dans certains de ces champs, le traitement pour un deuxième traitement anti-puceron a été atteint, de nouveau donc de 2 pucerons verts par 10 plantes. Par la suite, après le 5 mai, dans pas mal de champs, il y aura encore 2 traitements afficides réalisés, un encore en mai et un parfois début juin. Donc 4 traitements insecticides parfois réalisés. Si nous comparons cette situation à la situation que nous avons connue en 2019, le premier traitement afficide a été réalisé vers le 23 ou le 25 mai. Donc, nous sommes un mois plus tôt qu'en 2019. Pardon. Alors, quels sont les traitements insecticides qui ont été réalisés? Eh bien, sur base d'un monitoring qui a été réalisé dans 293 champs avec l'aide de nos observateurs et des services agronomiques au mois d'août, un questionnaire a été demandé et vous voyez qu'en moyenne, 2,5 traitements insecticides ont été appliqués dans les parcelles avec force ou sans aucun insecticide au semis. 2,5 insecticides, dont 2 applications d'insecticides efficaces contre pucerons, que ce soit Tepeki, Movento ou Closer. Donc, en majorité, 2 traitements ont été réalisés donc, dans 43% des champs. Dans 25% des champs, 3 traitements Tepeki, Movento, Closer ont été réalisés. Dans 4% des champs, 4 traitements ont été réalisés. Et de l'autre côté, vous voyez qu'il y a 4% des champs qui n'ont pas appliqué de traitement insecticide efficace. Ceci ne veut pas dire qu'aucun traitement insecticide n'a été réalisé, mais en tout cas pas avec un insecticide efficace contre pucerons. Alors la jaunisse était plus précoce et plus intense qu'en 2019. Et sur base du même monitoring pour les insecticides, eh bien, un monitoring sur la jaunisse a été organisé vers le 15 août avec des observations réalisées dans les 293 champs, plus toute une série de champs également traités avec des néonicotinoïdes. Et vous avez une forte différence entre les champs observés. À gauche, vous voyez très très peu de jaunisse, quelques plantes individuelles qui sont atteintes de jaunisse. Il s'agit généralement de champs avec des néonicotinoïdes, mais aussi certains champs qui ont été traités avec des afficides et où la pression des pucerons a été très bien contrôlée par les traitements effectués. Et de l'autre côté, à droite, vous voyez un champ avec des très grands ronds de jaunisse présents, où on peut évidemment constater que les traitements insecticides réalisés n'ont pas été ni efficaces, ni peut-être réalisés au bon moment avec les bons produits. Alors, sur base de ce monitoring et donc d'une évaluation de l'intensité de la jaunisse dans tous ces champs, une carte a été réalisée à travers le pays en coloriant tous les points en fonction du niveau d'infestation dans les différentes parcelles. Et vous avez en bleu foncé tous les champs qui ont pratiquement pas de jaunisse
virale. Vous avez en vert foncé des champs avec maximum 1% de plantes qui sont atteintes de jaunisse virale. En jaune, on commence déjà à avoir des ronds, orange, des ronds un peu plus grands, et en rose, rouge et rouge foncé, de plus en plus de jaunisse virale présente. Et si on regarde un petit peu la carte, on voit qu'il y a quand même une concentration des cas avec beaucoup de jaunisse virale au centre du pays, comparé aux autres régions, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Donc parfois des champs qui ont 15 à 20% de la surface du champ qui est touchée par la jaunisse virale. Généralement, c'est la région côtière et la région de Tournai qui est la zone la plus sensible à la jaunisse. Plus que l'intérieur du pays. On voit que cette année-ci, il y a un décalage de la zone la plus sensible, qui est le centre du pays, et un petit peu moins dans les régions côtières. L'est du pays a aussi un petit peu moins de jaunisse que dans le centre, comme on peut le voir sur cette carte-ci. Quel est maintenant l'impact de la jaunisse sur les rendements en betteraves? Eh bien, nous avons pu prélever dans 8 parcelles des betteraves à la mi-octobre, et dans ces parcelles, il y avait des ronds de jaunisse. Donc, nous avons prélevé des betteraves saines hors des ronds de jaunisse et des betteraves dans les foyers de jaunisse présents. Nous avons pris dans chacune des variantes 3 prélèvements de 9 mètres carrés. Et vous voyez dans le graphique qu'en moyenne, à droite, vous avez une perte de rendement dans les ronds de jaunisse qui est égale à 28% du rendement sucre. Alors, ces 28% proviennent d'une moyenne des 8 champs, et il y a une variation entre 16% dans le champ où on perd le moins, jusqu'à 34% dans les champs où on perd le plus. Donc, une perte de rendement de 34%, c'est évidemment au centre du rond de jaunisse, comparé aux betteraves qui sont totalement saines en dehors du rond. 34%, c'est plus élevé que la perte de rendement qu'on a pu mesurer lors des prélèvements en 2019. Et 28%, la moyenne est aussi plus élevée par rapport à la moyenne de 2019. La rouille est la maladie dominante en fréquence en 2020. Et ceci, de nouveau, sur base des observations réalisées dans le service avertissement. On peut voir que toute la partie en jaune en dessous, dans le graphique, concerne le seuil de traitement qui est atteint pour la rouille. Et on voit qu'au cours du mois de juillet, c'est vraiment la maladie qui est dominante dans les parcelles. On voit aussi qu'à partir du 15 août, eh bien, il y a une augmentation assez importante de la cercosporiose, et qui fait donc basculer certains champs au-delà du seuil de traitement. Les arrachages, les usines ont démarré les campagnes, que ce soit soit la dernière semaine du mois de septembre, soit un peu plus tôt pour Iscal. Les arrachages ont démarré dans de bonnes conditions avec des richesses fort élevées. Il faisait relativement sec à cette période-là, mais ça a été de très courte durée parce qu'au cours des derniers jours du mois de septembre, eh bien, il y a eu une pluviométrie fort importante et de plusieurs jours. Donc, dans certaines régions, il est tombé jusqu'à 150 litres par mètre carré sur quelques jours, donc les tout derniers jours de septembre. La pluviosité ne s'est pas arrêtée en septembre, a encore continué au cours des quelques jours du mois d'octobre. Et évidemment, les conditions sont devenues fort difficiles pour les arrachages dans certaines régions. Il a plu partout, mais exceptionnellement dans certaines régions dans le Hainaut, comme on peut voir ici sur la carte. Alors, la pluviosité à cette période-là a des conséquences multiples. Premièrement, les conditions d'arrachage doivent s'arrêter dans certaines régions parce qu'il est carrément impossible de continuer les arrachages. Ça a des conséquences sur les plannings d'arrachage, sur les plannings de livraison également. Et donc, une réorganisation est donc nécessaire pour les livraisons en usine. Deuxième conséquence, c'est une augmentation importante de la tare-terre juste après ces pluies, et aussi du côté de la raffinerie Tirlemontoise, eh bien, des dispositions ont été prises
quant au barème utilisé pour la tartare. Troisième conséquence se situe sur la richesse des betteraves. Évidemment, de l'eau, une betterave qui prend de l'eau d'office, il y a une certaine dilution de la richesse et donc la richesse va descendre légèrement. Mais deuxième conséquence, c'est que avec beaucoup d'eau, au fur et à mesure, de l'azote qui était encore disponible dans le sol va être absorbé. Et on sait très bien que de l'azote absorbé à une date assez tardive a toujours une conséquence négative sur les richesses. Et nous avons connu des richesses dans certaines parcelles qui sont descendues en dessous de 16 degrés après ces pluies de septembre et octobre. Les richesses se sont maintenues autour de 18,2, 18,4 à partir de début novembre jusqu'en janvier. Donc les mots-clés pour 2020 étaient la levée des betteraves et chicorées et le désherbage difficile dans ces deux cultures, présence de pucerons précoces et intenses, une jaunisse virale qui est plus importante en 2020 qu'en 2019, une dominance de la présence de la rouille dès le mois de juillet, des conditions d'arrachage qui ont été particulièrement difficiles au mois d'octobre et malheureusement aussi une culture avec des coûts parfois plus élevés en 2020 que dans une autre des années précédentes.